La semaine a été chargée pour le premier ministre du Québec, qui a procédé à son plus important remaniement ministériel depuis qu'il est au pouvoir. François Legault a aussi mis de l'avant 4 priorités d'ici la fin de son mandat: économie, efficacité de l'État, sécurité publique et identité. Il a accepté notre invitation pour faire le point à un an des élections générales. François Legault, bonjour. Bonjour, Alec. Alors, avant de parler de votre nouveau Conseil des ministres et de vos priorités, puis on va le faire dans un instant, j'ai une question sur les négociations avec les fédérations de médecins qui sont sorties très fort dans les dernières heures. Elles accusent votre gouvernement de mentir, de négocier de mauvaise foi pour marquer des points politiques, alors qu'une entente aurait été à portée de main cet été. Est-ce que vous laissez traîner les choses pour des raisons politiques? Bien, pas du tout. Puis bon, entre autres, la FMSQ, le négociateur, je le connais bien, c'est Lucien Bouchard. J'ose espérer que M. Bouchard, Maître Bouchard ne va pas suggérer à ses médecins de faire des moyens de pression qui pourraient nuire, par exemple, aux jeunes qui sont en train de faire leur stage dans les hôpitaux. Mais non, on souhaite, puis Christian Dubé, le ministre de la Santé, souhaite faire une entente le plus rapidement possible. Par contre, on souhaite, parce que c'est comme ça dans la vie, être capable, en échange, de demander une évaluation de la performance et puis qu'une partie de la rémunération soit payée en échange d'une performance. Puis c'est en particulier important pour les médecins de famille. On sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Quand on se compare avec les autres provinces, on voit que compte tenu du nombre de médecins de famille qu'on a, il pourrait y avoir plus de Québécois pris en charge dans des groupes de médecine de famille. Donc, on veut mettre une partie de la rémunération qui est conditionnelle à une prise en charge d'un certain nombre de Québécois. Mais Christian Dubé et vous avez déjà dit dans le passé que les médecins ne travaillent pas assez fort. Est-ce qu'il n'est pas le temps de baisser le ton, de s'entendre pour le bien des patients? Je pense qu'il est temps, effectivement, de s'entendre. Je pense que il faut qu'on trouve une solution, pas pour le gouvernement, pas pour les syndicats de médecins, mais pour les patients, pour les Québécois. C'est un dossier qui aurait dû être réglé depuis une vingtaine d'années. Déjà, ça existe dans plusieurs autres provinces qu'une partie de la rémunération soit fonction de la prise en charge de patients. Donc, pourquoi on ne pourrait pas le faire au Québec, là? Moi, j'ai confiance que tout le monde est de bonne foi, puis on va réussir à s'entendre dans les prochaines semaines. OK. Revenons à vos décisions cette semaine. C'est votre dernière année de mandat et vous avez un peu pesé sur le bouton redémarrer cette semaine, c'est-à-dire que nouveau Conseil des ministres, 4 priorités, un discours inaugural qui va être prononcé le 30 septembre prochain. Sur la méthode, ça semble pas plaire à tous dans vos rangs. Je pense à la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vizina, qui dit que sa confiance en vous et votre garde rapprochée est ébranlée. Elle dit en fait ne pas comprendre pourquoi il est puni alors qu'elle suivait les orientations du gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, ce que je lui dis à Maïté, d'abord, je l'aime beaucoup, puis j'apprécie son travail. Même chose de François Bonnardel, d'André Lamontagne, de tous ceux à qui j'ai demandé. Puis c'est dur humainement, je peux vous dire, quand je les ai rencontrés séparément. Je l'ai déjà dit, c'est peut-être dans ma vie une des choses les plus difficiles. J'ai 84 députés. Faut que j'en choisisse, dans le cas dont on parle, 29 pour être ministre. Donc, si vous faites le calcul, là, il y a beaucoup de gens déçus. Et c'est un peu normal, mais il y en a qui sont avec moi depuis très longtemps, qui ont patienté. Je vous donne 2 exemples. Donald Martel est là depuis très longtemps. Jean-François Simard est là depuis très longtemps avec moi. Ils ont patienté. Donc, j'ai essayé de choisir les personnes en fonction des régions. Il y a beaucoup de critères. Là, on veut représenter toutes les régions. Puis en fonction aussi de nos priorités puis des résultats qu'on veut livrer dans les prochains mois. Mais vous n'êtes pas habitué à ça, des députés qui sortent publiquement pour dire qu'ils n'ont plus confiance ou qu'ils sont déçus. François Bonnardel, Maïté Blanchette-Vizina, même Pierre Dufour. Ça doit brasser dans le caucus ces temps-ci, non? Bon.
Non. On va avoir des cas là, très différents. Pierre Dufour, oui, lui a brassé, puis il n'est plus dans le caucus. Maïté, je sais qu'il y a des gens qui lui ont parlé aujourd'hui, puis je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Les gens, quand ils étaient dans le Conseil des ministres, puis ils sont plus dans le Conseil des ministres, bien, émotivement, c'est difficile, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre, là, à quelques exceptions près, dont Pierre Dufault, qui est peu avec nous. Mercredi, lors de votre discours post-remaniement, vous avez dit que vous avez passé l'âge des concours de popularité, que c'est l'amour du peuple québécois qui vous guide, et j'ai aucune raison de douter de vos convictions. Mais la politique, qu'on le veuille ou non, c'est un peu une forme de concours de popularité. Ça prend l'appui des citoyens pour se faire élire ou réélire. Alors, c'est impossible que les appuis envers vous, votre gouvernement, ne vous préoccupent pas. Bien, écoutez, d'abord, un mandat, c'est 4 ans. Et puis, il reste 1 année. Je compte bien, dans les prochains mois, livrer beaucoup de résultats. On vient de parler des médecins. J'aurais aimé ça, que ça soit réglé depuis longtemps, puis ça aurait permis d'améliorer les services en santé. Mais ça prend du courage, il faut résister. Donc, il y a des gestes qu'on a commencé à poser, qu'il faut continuer de poser. Il y a aussi un contexte qui n'est pas facile. Prenez le coût de la vie. Je regarde ce qui se passe en France, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits dans le monde. Bien, tout le monde était affecté par le coût de la vie. On a réussi, notre gouvernement, à faire mieux que dans le reste du Canada pour ce qui est du salaire moyen, du revenu disponible, mais les gens, ben, ils voient à l'épicerie, ça coûte cher, les loyers. Donc, c'est un peu normal là, que le gouvernement, après 7 ans, soit blâmé. Donc, c'est plus le contexte que vos gestes, vous pensez? Bien, il y a des erreurs qui ont été faites. Quand on a donné de l'argent aux Kings de Los Angeles pour encourager la Ligue nationale au retour des Nordiques dans notre bel amphithéâtre qu'on a à Québec, ben, c'était une erreur. Donc, c'est certain que quand on prend des centaines de décisions, ben, il y en a certaines qui déplaisent. Parlons un peu de vos 4 priorités, en commençant par l'économie. Vous avez beaucoup misé sur la filière batterie, puis ensuite, on a entendu beaucoup parler des grands projets de développement d'Hydro-Québec, donc en matière d'énergie. Là, vous êtes en train, dites-vous, d'élaborer une nouvelle vision économique. Est-ce que vous êtes capable de nous en dire plus? C'est quoi le nouveau filon? OK. Bon, d'abord, je ne veux pas me scooper moi-même, là, mais dans les prochaines semaines, avec Christine Fréchette, avec toute mon équipe, on a effectivement préparé une nouvelle vision économique. Pourquoi? Bien, essentiellement à cause de M. Trump. On sait qu'il y a une partie du marché américain qui n'est plus accessible à certaines de nos entreprises dans certains secteurs. Donc, il faut remplacer ces marchés-là. On sait que le gouvernement fédéral va investir plus en défense. Bon, on a des belles compagnies comme la Davy dans le domaine des navires, puis comme Bombardier dans le domaine des aéronefs. On sait aussi que les minéraux critiques, puis là, ben, vous parlez de la filière batterie. On a du lithium, on a aussi du graphite, du nickel, des minéraux qui vont être utiles pour la défense, mais aussi pour les semi-conducteurs, des secteurs dans lesquels il va y avoir beaucoup d'investissements. Parlons de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Ça prend des centres de données. Puis les centres de données ont besoin d'énergie. Puis on a 200 milliards de projets chez Hydro-Québec. Donc, l'économie du Québec va changer. Malheureusement, on est en train de perdre des emplois, puis je ne veux pas être pessimiste, là, mais dans les prochains mois, il y a un fort risque de récession au Canada, pas juste au Québec. Donc, il va falloir remplacer les bons emplois, entre autres pour nos jeunes, des emplois de qualité dans toutes les régions du Québec. Donc, ça nous prend une nouvelle vision et c'est ce qu'on va déposer là, dans les prochaines semaines. Donc, au discours inaugural, on devrait avoir un peu plus de détails? Ou... On va en avoir un peu plus au discours inaugural, mais il va y avoir une sortie qui va être spécifique sur le nouveau plan économique du gouvernement. Sécurité publique maintenant, qu'on surnomme parfois la loi et l'ordre. Vous en avez fait l'annonce cette semaine en disant que ça va être une nouvelle priorité. Pourquoi c'est important à vos yeux et pourquoi maintenant? Bien, malheureusement, quand je regarde depuis 7 ans, la situation
n'a pas bien évolué dans plusieurs grandes villes du Québec. On utilise des gangs de rue avec des jeunes. Il y a beaucoup de drogues dures qui sont vendues puis qui causent des problèmes de santé mentale importants. Bon, malheureusement, de la violence faite aux femmes. Donc, je pense qu'il est temps, oui, il faut continuer à faire de la prévention. Mais, Yann Lafrenière, qui est un ancien policier, je lui ai donné comme mandat de mettre en place rapidement, dans les prochains mois, des nouvelles mesures pour qu'on appuie davantage nos policiers. C'est important, là. Moi, c'est une de mes grandes fiertés. Vous savez, dans mon ancienne vie, quand j'étais président d'Air Transat, j'ai beaucoup voyagé. Puis, une des choses qu'on dit du Québec, c'est que c'est un des endroits les plus sécuritaires au monde. Je voudrais que ça reste comme ça. Puis actuellement, malheureusement, il y a plus de violence qu'il y en avait dans les grandes villes. Est-ce que vous êtes un peu influencé par l'ère du temps? Là? On voit qu'à droite, là, c'est très populaire, là, les thèmes de la loi et l'ordre, Trump aux États-Unis, Pierre Poilievre au Canada. Même Mark Carney en a fait l'une de ses priorités lors de la dernière campagne électorale. Est-ce que vous suivez le mouvement un peu plus à droite de répression? Non. Ce que je regarde, là, c'est surtout les préoccupations des citoyens. J'ai eu l'occasion beaucoup cet été de rencontrer des citoyens, puis c'est une préoccupation. Évidemment, on parlait tantôt du coût de la vie. Quand on a parlé tantôt d'économie, il y a aussi le portefeuille, là. Puis il y a eu des décisions de prise, par exemple, comme Mark Carney, d'enlever la taxe carbone. Donc, le Québec devient le seul endroit au Canada où indirectement, il y a un coût à payer sur l'essence. Je comprends qu'on paye moins cher au Québec pour les frais de scolarité puis beaucoup d'affaires, mais je pense qu'il faut se poser des questions. Comment on peut aider les Québécois à faire face à cette explosion du coût de la vie? Donc, j'essaie d'écouter les citoyens, leurs préoccupations, puis d'y répondre. Mais là, sur le coût de la vie, comment on fait ça avec un déficit d'11 milliards de dollars? C'est le fun, là, baisser les impôts, les taxes sur l'essence. Tout le monde est pour en théorie, mais il faut qu'il y ait un équilibre budgétaire à un moment donné. Bon, vous avez sûrement remarqué que j'ai mis Bernard Drinville à l'environnement. J'ai entendu dire ça, oui. Vous avez entendu dire ça. Il y a des gens qui ont été surpris, mais Bernard s'en va là pour faire, entre guillemets, un grand ménage. Plusieurs choses. D'abord, on collecte plus d'1 milliard par année avec la bourse du carbone. On l'utilise pour des mesures environnementales. On sait qu'en environnement, le Québec est le premier État sur 60 États et provinces en Amérique du Nord pour les GES. Donc, c'est nous autres qui en avons le moins. Est-ce qu'on est capable d'utiliser une partie de cet argent-là pour aider le portefeuille des Québécois? Est-ce qu'on est capable aussi de revoir les règles et les délais? Vous savez, je parlais tantôt d'Hydro-Québec, qui a 200 milliards de projets. Quand je parle avec la nouvelle présidente d'Hydro-Québec, Claudine me dit faudrait pas que ça dure des années, là, les autorisations qu'on a besoin d'Hydro-Québec, donc les BAP, tout en respectant des critères. Oui, parce que les Québécois ne voudront pas que vous contourniez les règles. Là, ils tiennent à l'environnement, les Québécois, quand même. Mais peut-être qu'au lieu de prendre 1 an ou 2, on pourrait peut-être faire ça en 6 mois, le faire plus rapidement. Je pense que partout, là, les entreprises m'en parlent, les municipalités m'en parlent. C'est rendu que pour changer un ponceau, là, ça peut prendre des années avant d'avoir les autorisations de l'environnement. Il y a vraiment un grand ménage à faire à l'environnement, pas pour baisser les critères, mais pour enlever de la bureaucratie puis réduire les délais. Mais là, utiliser une partie de l'argent collecté pour le fonds en environnement, là, d'électrification et tout, vous n'allez pas baisser la taxe sur l'essence avec l'argent de l'environnement. Il me semble que c'est contre-productif là, d'encourager les gens à utiliser leur voiture à essence. Bon, écoutez, on n'a rien décidé jusqu'à présent. Ce que je remarque, c'est que Mark Carney, je pense qu'il est pro-environnement, mais qui a décidé d'enlever la taxe carbone. Vous pourriez faire la même chose? Et je regarde ce que M. Trump fait. Il n'a pas l'air de se soucier trop. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Comment on fait pour aider financièrement les Québécois? Je pense qu'il faut le regarder. Est-ce qu'il y a certaines mesures qu'on pourrait temporairement mettre sur la glace? Réduire les GES, on est les meilleurs.
Donc, est-ce qu'on peut prendre une pause sur certaines mesures pour aider financièrement les Québécois? C'est des choses que Bernard Drinville va regarder. Est-ce qu'on peut s'attendre donc à ce qu'il y ait une diminution du prix à la pompe? C'est ça l'objectif final? Écoutez, il y a toutes sortes de choses, là. Okay. Vous savez, au Québec, on s'est donné des objectifs durs, là, entre autres la transition vers les véhicules électriques. Je vois encore là que Mark Carney enlève les objectifs. On ne peut pas être le seul État en Amérique du Nord à faire des efforts et à ramer dans la bonne direction, là. OK. Autre priorité que vous avez identifiée, c'est l'identité. Oui. Quand il y a question d'identité, c'est langue, laïcité, culture, immigration. On entend dire que vous souhaitez diminuer le panier de services offert aux demandeurs d'asile. Est-ce que c'est vrai? Bon. Depuis 2 ans, pas 20 ans, depuis 2 ans, le nombre d'immigrants temporaires à Montréal a augmenté de plus de 200 000. Ça a amené des problèmes graves pour le logement, pour donner des services en santé, pour donner des services en éducation, puis pour notre identité, là, autant notre langue que nos valeurs comme la laïcité. Donc, moi, ça fait depuis 2 ans que je demandais d'abord à Justin Trudeau, maintenant à Mark Carney, de prendre des mesures pour réduire de 200 000, donc ramener au niveau d'il y a 2 ans le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. J'ai encore confiance qu'ils vont répondre positivement, mais s'ils ne le faisaient pas, je ne veux rien exclure. Donc, est-ce que, prenons l'aide sociale, est-ce que, parce que le Québec est probablement un des endroits les plus généreux au monde, et on sera toujours aussi très accueillant, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça vienne nous nuire dans une certaine façon. Donc, il faut se poser des questions sur le panier de services qu'on offre à ces personnes-là si le gouvernement fédéral n'accepte pas de réduire de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et Laval. Mais l'accès à l'aide sociale ou aux soins de santé, les nouveaux arrivants ont droit à ça, dans le sens où il y a des règles internationales qui encadrent les demandeurs d'asile. Vous ne pouvez pas simplement leur dire « vous ne pouvez plus aller à l'hôpital puis vous n'aurez plus une scène ». C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Puis il faut effectivement rester humain. Donc, vous savez, c'est pas normal actuellement qu'on ait 200 000 demandeurs d'asile qui sont en attente de savoir si ce sont des vrais demandeurs d'asile. Puis on sait qu'il y en a au moins la moitié qui ne sont pas des vrais demandeurs d'asile. En France, ça prend 3 mois pour faire l'évaluation. Le gouvernement fédéral prend 3 ans. Donc, à un moment donné, pendant ces 3 ans-là, on doit offrir tous les services. Il nous manque d'infirmières, il nous manque d'enseignants, il nous manque de logements. Puis, ça a un impact sur le français. Il y a des gens... puis on pourrait se parler aussi de certaines mesures en matière de laïcité qui souhaitent qu'on préserve les valeurs québécoise. Mais en quoi diminuer l'aide sociale ou diminuer l'accès à des soins de santé va faire en sorte qu'il va y avoir moins de demandeurs d'asile? Ils vont juste se ramasser à la rue ou pas avoir des soins adéquats? Ça ne va pas les faire disparaître? Non, mais on comprend tous qu'une des raisons... Parce qu'actuellement, le Québec, c'est 22 % de la population du Canada, mais on a 45 % des demandeurs d'asile. Pourquoi? Parce que le Québec est plus généreux dans ses services que les autres provinces. Vous pensez que c'est pour ça qu'ils viennent ici? Bien, écoutez, pourquoi ils ne vont pas à Toronto? Pourquoi ils ne vont pas à Vancouver? Pourquoi ils viennent à Montréal? Je pense qu'on est réputé, puis j'aime cette réputation-là, d'être un peuple généreux. Mais vous savez, quand on ajoute 200 000 personnes en 2 ans, bien, c'est mathématiquement, physiquement impossible de construire des logements, et d'aller trouver des infirmières, des enseignants pour tout ce monde-là. Donc, à un moment donné aussi, on a dépassé notre capacité d'accueil et notre capacité d'intégration aussi. C'est important de protéger notre langue et nos valeurs.
En terminant, parlons de la prochaine année politique. Vous avez devant vous deux adversaires au profil très différent. D'un côté, vous avez Pablo Rodriguez, qui arrive des libéraux fédéraux. De l'autre, vous avez Paul Saint-Pierre Plamondon, qui promet un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat. Il nous l'a encore répété d'ailleurs hier en entrevue. Il était à Calgary, puis il nous a dit « Oui, je tiens cette promesse-là, je ne vais pas reculer ». Comment vous voyez cette dynamique-là dans la prochaine année avec les libéraux puis le PQ? Bien, écoutez, moi, je suis confiant dans les prochains mois que les gens vont comparer les trois équipes, OK? Puis qu'ils vont se demander, là, avec M. Saint-Pierre Plamondon, puis avec M. Rodriguez, qui serait le ministre des Finances? Qui serait le ministre de la Santé? Qui serait le ministre du Développement économique? Qui serait le ministre de l'Éducation? Puis je pense que s'ils font cet exercice-là, ils vont se rendre compte que de loin, la meilleure équipe, je dirais presque en anglais, c'est un dream team, c'est l'équipe de la CAQ. Mais advenant un référendum sur la souveraineté, vous voteriez de quel côté? Ben, écoutez, là, c'est une question hypothétique. Vous avez... Oui, mais il a l'air convaincu de vouloir faire, ce référendum-là. Oui, mais il faudrait d'abord qu'il gagne. Il faudrait d'abord que les Québécois décident que oui, malgré l'incertitude économique avec M. Trump, c'est le temps d'ajouter de l'incertitude économique avec un référendum. Mais avez-vous peur que... Parce que la coalition Avenir Québec, c'est une coalition. Vous avez les fédéralistes, vous avez les souverainistes, vous êtes vous-même un ancien péquiste. Est-ce que vous avez peur que votre coalition se disloque si ce débat-là prend de l'ampleur? Bon. Bien, notre parti est un parti nationaliste. Je parlais tantôt de langue, de valeurs. C'est important de protéger notre langue, nos valeurs. C'est quoi la meilleure façon d'y arriver? Est-ce que c'est de faire un référendum puis d'espérer avoir 50 plus 1? Moi, je ne pense pas que c'est la meilleure façon. Concernant votre avenir politique, vous avez dit, vous avez répété, vous allez être là pour la prochaine campagne électorale en 2026. En même temps, un taux de satisfaction très élevé, 77 des Québécois sont insatisfaits de votre travail. Est-ce que vous avez quand même des doutes? Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce que je suis encore la bonne personne? J'ai peut-être eu ces réflexions-là il y a 1 an ou 2, mais ça fait longtemps que c'est clair dans ma tête, là, depuis au moins 1 an ou 2, que je vais être le chef de la CAQ en octobre 2026 pour gagner un 3e mandat avec mon équipe. Et je sens que j'ai bien le support de toute cette équipe. Donc, vous préférez, si rien ne change, aller en campagne électorale, quitte à perdre, que de donner une chance à votre parti de peut-être remonter la pente, comme les libéraux l'ont fait avec un Mark Carney, par exemple? Je suis convaincu que je vais gagner avec l'équipe que j'ai, avec aussi, parce que là, on a parlé de remaniement, on a parlé d'individus, mais aussi, je pense que les Québécois, ce qu'ils souhaitent, c'est une équipe économique forte, puis une équipe nationaliste. Ils ne veulent pas choisir. Bon, d'abord, il faudrait voir si le Parti libéral a vraiment une équipe économique, entre une équipe économique ou une équipe nationaliste qui veut faire un référendum. Donc, moi, je pense qu'avec la CAQ, ils ont les deux. Mais la CAQ, c'est votre bébé. Vous n'avez pas peur, vous avez pas peur de la laisser dans un état je pense justement que, bon, vous le disiez, je suis un ancien péquiste, je reste très nationaliste, mais je pense aussi que j'ai une certaine expérience. Je sais comment utiliser les bons boutons, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit Investissement Québec, que ce soit les crédits d'impôt, pour faire face à la situation économique qu'on a. Donc, oui, j'ai une belle équipe autour de Christine Fréchette, mais je pense aussi que j'ai une certaine expérience qui est utile aux Québécois dans le contexte actuel. François Legault, premier ministre du Québec, merci d'être venu nous voir. Merci, Alec.